Ayant adoré Futurama et aimant de façon plus mesurée les Simpsons, il m'était impossible de passer à côté de Désenchanté. Nouvelle œuvre de Matt Groening produite par Netflix, Désenchanté nous plonge dans la vie de Tia Bini, alias Bean, princesse du royaume de Dreamland. Entretenant des relations conflictuelles avec son père, la princesse rebelle souhaite mettre en échec toute tentative du roi, consistant à la marier de force. Bean est attirée par la liberté et est assez immature, ce qui donne lieu à des situations peu politiquement correctes. Pour lui tenir compagnie et l'accompagner durant ses péripéties, Bean peut compter sur Lucy, un démon sarcastique et sadique, ainsi que sur Elfo, un elfe aux apparences innocentes qui a quitté son royaume pour partir à la découverte de la vraie vie. La série est servie par une VF de qualité qui va ravir les fans de South Park. On retrouve à la direction artistique William Corrin, dans le rôle d'Elfo Thierry Vermouth avec la même tonalité de voix que pour Stan Marsh. Christophe Lemoine joue le démoniaque Lucy, et Laetitia Corrin, fille de William Corrin, incarne la princesse Tia Bini. Côté VO, on retrouve entre autres Abby Jacobson, Nat Faxon et Eric André. A noter que certains comédiens phares ayant prêté leur voix pour Futurama feront leur grand retour, mais cette fois-ci dans des rôles plus secondaires. Billy West, John DiMaggio et Tress MacNeille. La musique de Mark Mothersbaugh s'avère être un de mes plus gros coups de cœur concernant la série. En particulier le générique d'introduction qui rappelle bien évidemment l'époque médiévale de par l'utilisation de certains instruments. Celui-ci est chaleureux, il nous invite à la fête, il souligne le côté absurde de la série et se distingue de par son originalité. Il est reconnaissable entre mille et marque efficacement l'identité de la série. D'ailleurs, l'aurez-vous remarqué? Le générique est différent à chaque nouvel épisode. Les dessins représentent des scènes qui auront lieu dans l'épisode. Quant aux autres musiques, elles s'adaptent avec une justesse inouïe aux scènes tristes, drôles et épiques de la série. Danny Elfman n'a qu'à bien se tenir. Selon Matt Groening, l'univers de Désenchanté a été entièrement cartographié et toutes les espèces répertoriées. Il s'agit là d'un véritable travail de titan, mais rien n'est trop beau pour cette nouvelle œuvre dont l'univers est vaste et empreint de féerie. L'immersion est totale et on s'habitue très vite aux différents lieux. Dreamland est à l'image de Minas Tirith escarpé. Son château domine la mer et il y règne une ambiance chaleureuse bien que le royaume soit très touché par la pauvreté. Elfwood est une sorte de monde des Schtroumpfs où le bonheur est une norme et où tout comportement cynique y est prohibé. Dankmere a la petite touche d'exotisme justifiant les différences physiques de ses habitants, l'ambiance y est froide et solennelle. L'univers de Désenchanté est coloré, diversifié, il mélange médiéval et féerie. C'est un plaisir pour les yeux que l'on doit à la collaboration des équipes ayant travaillé sur l'animation des Simpsons et de Futurama. On notera par ailleurs que tout comme cette dernière, la série comporte de nombreux plans en 3D pour simuler des travelling ou des plans aériens. Ceux-ci se fondent d'ailleurs très bien entre les dessins. Quant aux créatures, celles-ci sont inspirées de romans, contes, mythes ou encore dessins animés, mais également des créatures inédites inventées uniquement pour la série. Malgré toutes ces richesses, les critiques n'ont pas été tendres avec la série, lui reprochant principalement un manque d'humour et de sujets abordés importants. Beaucoup aussi font malheureusement l'erreur de comparer Désenchanté aux autres œuvres de Matt Groening, et c'est alors même que celle-ci a été moult fois présentée comme étant un concept différent par son créateur. Matt Groening souhaite avant tout nous raconter une histoire, celle de ces trois personnages en quête de liberté qui éprouvent de grandes difficultés à entrer dans l'âge adulte, dans un monde médiéval féerique où tout est possible. L'idée de Désenchanté n'est pas née d'hier. Il y a environ 8 ans, Matt Groening commençait à dessiner dans un carnet de croquis des créatures féeriques qu'il n'avait jamais pu inclure dans ses autres œuvres, et y inclut également de nouvelles idées et références. Ainsi, durant ces 3 dernières années, il s'appliquait à compléter son carnet pour donner naissance à l'univers de Désenchanté. Pour l'anecdote, Elfo est inspiré du premier personnage de ce style qu'il avait dessiné alors qu'il n'était encore qu'en CM2. Quant à Lucy, c'est un personnage qui a été designé indépendamment de la série, ce qui explique son style peu commun, en décalage avec celui des autres personnages de la série. Initialement, Désenchanté devait être un drama avec quelques touches d'humour. Néanmoins, Netflix a préféré opter pour une approche plus humoristique. Ainsi, cela peut expliquer le décalage entre l'humour satirique des Simpsons et de Futurama et celui de cette nouvelle œuvre. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. En effet, Netflix ayant pour particularité de sortir les épisodes de ses créations originales tous en même temps, il fallait pour Groening adapter son écriture au binge-watching. Le binge-watching consiste à regarder de nombreux épisodes à la suite sans délai. Ceci n'est évidemment pas compatible avec les modes de diffusion télévisuelle standard, dont la norme est hebdomadaire. Ainsi, au lieu d'attendre chaque semaine un nouvel épisode de Désenchanté, il vous est possible de regarder la partie 1 d'une traite. Ce format de diffusion exclusivement réservé au streaming demande quelques aménagements de scénario. Désenchanté n'échappe pas à la règle et peut donc étaler ses intrigues sur plusieurs épisodes, jouer avec les cliffhangers sans que cela ne frustre le spectateur qui n'a seulement qu'à passer à l'épisode suivant pour connaître la suite. Là où les épisodes des Simpsons et de Futurama sont un enchaînement de gags, Désenchanté se distingue en racontant une histoire qui s'étale sur plusieurs saisons. Josh Weinstein, le showrunner de Désenchanté mais aussi des Simpsons et de Futurama, le dit lui-même. On ne pourrait jamais raconter ce type d'histoire sur la Fox ou sur une autre chaîne. Et c'est une chose merveilleuse car nous n'avons pas de coupure publicitaire, vous suivez simplement l'histoire. Vous n'êtes pas interrompu par une pub pour une nappe de rasoir ou une Chevrolet. Dans le format sitcom, vous redémarrez une histoire depuis le début à chaque épisode et nous ne faisons pas cela car nous racontons une longue histoire. Il y a beaucoup d'histoires individuelles. Nous avançons, les personnages avancent et grandissent,
et c'est bien plus sympa pour nous à écrire. Il y a donc bien un enjeu présenté en début de saison qui, comme un running gag, sera l'objet de quelques allusions pendant plusieurs épisodes, avant d'être central en fin de saison. Matt Groening s'est par ailleurs amusé à disséminer des mystères tout au long de cette première partie, mystères qui selon lui ne seront dévoilés que bien plus tard dans la série et seront sujets aux spéculations. Vous l'aurez compris, les gags ont moins d'importance que l'histoire, les personnages ou l'univers dans lequel Groening veut nous transporter. Pour autant, la série s'avère être à mon goût très drôle. On ne rit pas à chaque minute, certes, mais pourtant l'humour y est subtil. Assez pour que la série fasse des allusions très osées, mais reste tout de même familiale. Il s'agit là à la fois d'un point fort et d'un point faible de la série. Matt Groening s'est d'ailleurs appliqué à des changements dans son style d'humour. Ainsi, il préfère dans cette œuvre faire durer les blagues plus longuement pour que celles-ci tombent à pic et fassent un effet mouche. On notera, et cela était prévisible, beaucoup de gags portés sur les anachronismes, comme le faisait la saga Shrek à son époque. Les clichés sont mis à mal dans Désenchanté. L'équivalent de la fée Clochette s'avère être une prostituée toxicomane, le scientifique du château essaye sans relâche de pratiquer la magie, et le souverain du royaume est un gros benet qui n'arrive pas à gérer sa fille, alors le royaume n'en parlons pas. Il se repose donc constamment sur ses conseillers et méprise la plupart des gens, excepté sa fille qu'il aime, bien qu'il ait été laxiste et qui lui ait bien pourri la vie. Autant dire que rien n'est à sa place et rien ne se passe jamais comme prévu. Désenchanté bénéficie de très nombreuses références, que ce soit à des œuvres anciennes ou à la pop culture. C'est d'ailleurs ce qui donne une saveur toute particulière aux différentes œuvres de Matt Groening, chaque épisode se transformant en une véritable chasse aux easter eggs. Les références les plus évidentes seront sans l'ombre d'un doute Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Comme à l'accoutumée, Groening n'aura pas oublié de disséminer par-ci par-là des clins d'œil à ses autres œuvres. Il est difficile de percevoir en quoi Désenchanté est une œuvre satirique, car à l'inverse des Simpsons et de Futurama, cela ne s'avère pas être son but premier. Néanmoins, on remarque facilement que Groening n'hésite pas à se moquer des traditions patriarcales, du pouvoir, de la bienséance, de la médecine, du bien et du mal, des relations familiales et des croyances. Le véritable atout humoristique de la série s'avère être Elfo, dont la naïveté et la gentillesse sont rudement mises à l'épreuve. On rit donc aux dépens de ce personnage qui ne se serait jamais imaginé que la vie était aussi compliquée en dehors d'Elfwood. Bonjour, moi c'est Elfo, et vous êtes? Occupés, nous sommes en guerre. C'est quoi la guerre? Il essuie des râteaux, il est malmené, personne ne l'écoute et seule sa nature semble avoir de l'importance aux yeux du roi. Ces mésaventures font de lui assurément le personnage le plus attachant de la série, en plus d'être l'objet des nombreuses moqueries de Lucy. Par ailleurs, ces deux-là forment un duo complémentaire. Lucy incarne la mauvaise confiance de Bean et Elfo la bonne. C'est lui qui tentera de retenir ces dernières de céder à la tentation du vice sous l'influence de Lucy. Lucy est en revanche ma grosse déception de la série, car je pensais que ce serait le digne héritier de Bart et de Bender. Un personnage qui ose tout, quitte à choquer le public car il va trop loin dans ses paroles et ses actes. Malheureusement, on était bien loin de là. Lucy caractérise pour moi le véritable point faible de la série. Celle-ci est bien trop lisse. On sent l'envie de Groening d'aller vers le non politiquement correct, mais il se retient quitte à décevoir, car le public visé est familial. Ainsi, comme expliqué précédemment, la plupart des allusions sexuelles sont implicites car il ne faut pas froisser le spectateur. Mais paradoxalement, on peut assister à des scènes de massacre non dissimulées. Il n'y a là aucune logique. Dans une époque où règne un maître des séries comme South Park ou plus récemment Rick et Morty, il est difficile de rivaliser avec un humour édulcoré. Lucy se devait donc, puisque sa nature de démon le lui imposait, de repousser les limites de la série afin de provoquer chez le téléspectateur un rire coupable. Je viens de réaliser que c'est souvent toi qui encourage Bean à faire tout un tas de sottises. Picoler, faire le mur et mentir. Oui, et t'as oublié tricher, voler et te manipuler aussi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bender dans Futurama avait cette désinvolture, il n'avait aucun scrupule, il mettait ses amis dans des situations compliquées, il était alcoolique, se droguait à l'électricité, travaillait avec des prostituées et la mafia robotique, volait ses amis, profitait des nécessiteux, prétendait vouloir tuer tous les humains, abusait de la confiance des gens, bref, une ordure et c'est pour cette raison qu'on l'aimait. Lucy pour le moment n'existe qu'à travers ses quelques remarques sarcastiques qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses au fil des épisodes, au point qu'à la fin de la saison, le personnage semble être un élément du décor. Un seul épisode mettra individuellement le personnage dans une situation délicate, le reste du temps il sera intégré aux aventures de Bean. Il est assez vite présenté comme un personnage qui fait partie d'un dessin bien plus grand et mystérieux, mais trop de mystère tue le mystère. Au bout d'une saison, on ne sait pas quelle est la place de ce personnage dans la série, que ce soit en termes de rôle ou de ressort humoristique. C'est pourtant un personnage au fort potentiel, mais qui n'a de démon que le nom. Néanmoins, bien que celui-ci soit dépourvu de nombreuses lignes de dialogue, celles-ci sont particulièrement bien décrites. J'ai également beaucoup apprécié le design de ce personnage, me rappelant le chara-design des personnages des jeux Night in the Woods et Lost Constellation. Bien que la série comporte quelques sursauts de féminisme, Bean s'éloigne un peu plus à chaque épisode de la femme légendaire, belle et intelligente qui réussit tout dans un monde où les hommes veulent asservir les femmes. Et elle s'avère être très loin de la princesse exemplaire digne d'un conte de fées.
Bin n'est pas spécialement intelligente, ni belle, elle n'a réellement aucun talent particulier si ce n'est de manigancer derrière le dos de son père pour faire la fête. C'est la fête la plus chaude de l'année, ça c'est sûr. Mais quand je veux y aller, Zog il veut pas, il dit non, il refuse que j'y aille parce qu'il croit que je suis qu'une abrutie. C'est triste que t'en aies jamais eu l'occasion. J'y vais tous les ans, mais il me l'a toujours interdit. Elle est alcoolique, exhibitionniste, dépravée, délinquante, aux fréquentations douteuses. Un véritable cauchemar pour son père qui ne l'a jamais réellement éduquée. Bin se distingue très nettement de ses consoeurs Lisa Simpson et Leela Touranga, car ce n'est pas uniquement sa position de femme qui lui fait obstacle, mais surtout son statut royal qui l'oblige à la bienséance et au respect des traditions parfois stupides. Or Bin ne souhaite obtenir qu'une chose, la liberté, et pour cela elle bouscule donc sans cesse l'ordre établi. Même si elle a de nombreux défauts, ceux-ci rendent le personnage très attachant, car on le remarque assez vite, Bin dissimule certaines failles avec son comportement rebelle. Elle souhaiterait notamment être véritablement considérée par son père en tant que personne, qu'il voit en elle des qualités indéniables. On se rend donc compte assez vite que cette relation père-fille complexe sera un élément central de la série, provoquant des situations à la fois hilarantes et touchantes. Si le choc des générations semble les éloigner, le lien du sang les rapprochera toujours. Il s'agira néanmoins de la seule relation interpersonnage crédible, les autres étant dénuées de sens. Le trio Bin, Elfo et Lucy en première ligne. Nous l'apprenons en fin de saison, celle-ci se déroule sur 5 mois. 5 mois durant lesquels le trio va vivre des péripéties en tout genre et tisser des liens. 5 mois divisés en 10 épisodes de 25 minutes en moyenne qui doit justifier pour quelles raisons les 3 personnages sont devenus aussi proches. Car ils sont effectivement très, voire trop proches pour ce qui se veut être la première saison de la série. Il sera difficile de développer sans spoiler, mais leur relation va devenir particulière au fil du temps, au point que certaines ambiguïtés vont naître. Déjà, c'est bien trop tôt. Laissons le temps au temps de découvrir les personnages et qu'eux-mêmes apprennent à se connaître. Car non seulement ils se rapprochent trop vite, mais certains, à l'instar d'Elfo et de Lucy, évoluent bien trop vite. On découvre certaines faces cachées de leur caractère et de leur nature qui auraient mieux fait d'être abordées quelques saisons plus tard. Oui, quelques saisons, c'est à ce point-là. Il s'agit là du deuxième bémol de la série. S'adapter au format de 10 épisodes fut un pari très risqué pour Matt Groening. Il faut à la fois raconter une histoire qui part d'un point A pour arriver à un point B, développer l'empathie des téléspectateurs envers les personnages, ajouter suffisamment de touches d'humour sans pour autant ralentir le rythme, et raconter des histoires annexes toujours dans la trame de l'arc principal en 10 épisodes de 25 minutes. Cela en fait une saison assez brouillonne si l'on ajoute à cela cette question complexe. La série est-elle au final un drama qui a pour objet principal de raconter une histoire, ou est-ce une comédie? La fin de saison, elle, laisse lourdement penser que la série est revenue à ses origines, un drama. Et on ne s'y attend absolument pas, étant donné que l'on a habitué pendant 9 épisodes au ton léger de la série. Cependant, mélanger drama et comédie n'en est pas moins faisable. La série BoJack Horseman, diffusée elle aussi sur Netflix, en est le parfait exemple. Elle mêle scènes tragiques et hilarantes avec une facilité déconcertante. Si tout au long de la partie 1, tout va trop vite et les mystères sont précocement divulgués, que penser de la fin? Eh bien, il n'y a pas de conclusion à proprement dite. On relance un sujet central à la série, puis peu de temps après arrivent cliffhanger et twist finaux en guise de fin. Cette fin m'a donné le sentiment qu'on me retirait le pain de la bouche, à peine comprenons-nous à quel point l'enjeu présenté en début de saison va bouleverser l'ensemble des personnages, que la saison 1 s'achève brusquement, comme si elle avait été coupée par erreur, ou qu'il ne s'agissait seulement que d'une fin de mi-saison. Pour résumer cela, nous ne comprenons pas pour le moment où Groening va en venir avec cette série. Son identité n'est pas encore affirmée et les quelques maladresses brouillent les pistes. Désenchantée a pourtant tous les ingrédients de la future série à succès. Elle est drôle, elle se moque des institutions, des personnages, des cultes, l'humour y est absurde et ça fonctionne. Elle nous plonge dans un univers inédit, très riche, qui permet de créer une infinité de péripéties et de personnages différents. Les personnages principaux sont attachants et sont très différents les uns des autres, de par leur nature et leurs traits de caractère. L'histoire est intrigante et permet aux fans de construire leurs propres théories, les doublages et les musiques sont très réussis, la série est diffusée sur Netflix, le format de 10 épisodes permet de ne jamais s'ennuyer et de regarder les épisodes d'une traite. Le problème ne réside donc seulement que dans le dosage de ces ingrédients. Même si cette première saison de Désenchanté semble quelque peu fragile, il serait dommage de clouer Groening si vite au pilori. Considérons cette saison 1 comme un premier jet et un début prometteur. Laissons le temps à Groening de prendre ses marques avec ce nouveau format de diffusion, son nouveau concept et de s'adapter aux attentes actuelles du public. Désenchanté possède des bases très solides pour devenir une série incontournable dans les années à venir. Groening apprendra de ses erreurs et il corrigera le tir assurément. Pour ma part, Désenchanté m'a littéralement enchanté. J'ai assez de recul pour ne pas avoir fait fi de ses défauts, mais cela ne m'a pas empêché de me plonger à corps perdu dans cette partie 1, de m'intéresser à l'histoire et de rire à gorge déployée. Là où vous voyez des défauts, j'y vois des faiblesses. Là où vous voyez une déception, j'y vois un potentiel. Et j'espère que la saison prochaine, chaque téléspectateur aura l'occasion de voir cette étincelle que moi je vois en cette série. Car comme on dit, la prochaine fois sera certainement la bonne.